Bonjour, bienvenue dans cette conférence dédiée aux 13 leviers marketing. Bonjour Guillaume. Bonjour Sophie. Donc, nous allons parler aujourd'hui du marketing digital qui se positionne comme un levier de croissance de ces prochaines années. Il est temps de vous lancer dans diverses actions pour vous faire connaître davantage, cibler efficacement vos clients potentiels, connaître votre marché, interpréter vos statistiques, obtenir du trafic qualifié. Voyons comment utiliser les leviers du web pour développer la visibilité de votre boutique en ligne et de votre activité e-commerce. Le premier levier web marketing essentiel pour réussir dans le e-commerce est la stratégie. La stratégie digitale permet de déterminer des objectifs commerciaux pour votre site. Donc on va parler là de ROI, du nombre de visiteurs uniques par mois, du nombre de commandes, du taux de conversion, du panier moyen. Mais la stratégie digitale permet aussi de déterminer les actions marketing qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs commerciaux en réalisant un plan marketing. Alors ce plan marketing doit absolument mentionner la stratégie multicanal pour optimiser les impacts de vos actions et permettre à votre marque d'exister et développer votre présence et notoriété. En effet, le marketing multicanal est le meilleur moyen pour être sur tous les fronts, web, print, événementiel. Il est important de communiquer Exactement. le même message partout. Le deuxième levier est le référencement naturel, qui est une technique qui permet d'améliorer la visibilité de son site sur Internet. Guillaume va nous en dire un peu plus. Effectivement, le référencement naturel doit être naturel. Google va passer sur votre site, il y a également les autres moteurs de recherche qui vont passer, analyser le contenu et il va dire est-ce que c'est naturel de mettre ce site en première page de Google sur les pages de référencement, sur les mots-clés que vous voulez vous positionner. Sur le graphique qu'on voit, on voit qu'on a une progression qui est relativement lente dans le temps. Il faut compter 6 à 8 mois pour avoir des résultats, on va dire, plus ou moins satisfaisants et pour générer du trafic. Il faut se positionner sur des mots-clés qui ont une relation directe avec votre activité, favoriser la longue traîne, c'est-à-dire les mots-clés avec beaucoup de mots qui permettent à l'internaute, lorsqu'il tape une requête précise, d'avoir la bonne réponse. Aujourd'hui, on utilise Google beaucoup, 90% des recherches françaises utilisent Google parce qu'il va donner une réponse pertinente. Cette notion de pertinente est importante. Il faut que votre site soit rapide, hein, c'est agréable. Si le site est lent, Google va voir que votre site n'est pas rapide et ce n'est pas agréable pour l'expérience utilisateur. Il faut qu'il y ait un texte suffisamment long. On va dire qu'il faut considérer qu'un texte acceptable, c'est de 200 ou 300 mots, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Il faut éviter le copier-coller. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent du copier-coller pour aller vite. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour Google de vous mettre en première page si vous avez récupéré le texte à gauche ou à droite. Il faut également qu'il y ait une image dans le site qui soit optimisée. Le titre de l'image, ça doit être le nom du produit ou de l'article, ça doit être en relation. Il faut éviter d'utiliser le nom de l'appareil photo, par exemple DCIM12.jpg, et mettre plutôt le nom du produit. Donc le référencement naturel et des techniques qui vous permettent de vous positionner, ça prend du temps. Il y a des outils à utiliser comme SEMrush, en version gratuite ou payante. On vous conseille la version payante, vous aurez plus d'informations, hein, beaucoup plus d'analyse pour voir vos mots-clés, les mots-clés de vos concurrents, analyser vos backlinks. Il y a également Majestic SEO qui est plus porté sur l'analyse du backlink, hein, vraiment des liens rentrants. Alors les liens rentrants, c'est pareil, ça sert au référencement naturel. Il faut favoriser les liens de qualité. Si vous avez un ami qui a une boutique qui vend de l'électroménager et vous vendez par exemple des lampes, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun intérêt à faire un lien de son site vers le vôtre. Et vous, c'est pareil. Si vous faites un lien vers l'agence web qui a fait votre site, il n'y a aucun intérêt. Si vous faites un lien, vous, en tant que marchand de lampes, vers un site qui propose de la boucherie ou de l'alimentation, aucun intérêt, vous allez être pénalisé. Il faut que les liens aient une relation directe avec votre activité et que ce soit cohérent. Si ça respecte ces règles-là, vous allez avoir des petits points de bonus, tout simplement à la notoriété. Si demain je vous parle d'un établissement qui est bien, je vais vous en parler. Si plusieurs personnes vous en parlent, vous allez vous y rendre. Et quand vous allez dedans, si vous constatez que c'est pertinent par rapport à ce qu'on vous a dit et que ça correspond à l'activité ou au sujet qui est abordé, vous allez donc donner une note plus favorable plutôt que vous retrouver dans un endroit où il y a beaucoup trop d'informations qui sont diluées. Donc le référencement, c'est un très très gros sujet, on l'abordera dans une vidéo formation future à venir dans quelques temps et on pourra rentrer dans le sujet en détail. Voilà, donc pour résumer ce que Guillaume vient de dire, le référencement naturel est une valeur sûre car il assoit la popularité d'un site. Mais attention, c'est vrai que le délai est assez long pour avoir des résultats, donc il faut quand même faire attention et ne pas s'attendre directement à être en première position, en première page de Google. Petite précision, j'aime bien les petites précisions.
la page que vous allez créer sur votre site qui va présenter votre produit qui sera pertinente, avec ce contenu pertinent, ça va également vous aider pour vos campagnes d'AdWords et de liens sponsorisés. Hein. On va le voir plus tard, mais le contenu est important, la pertinence de la page. Il faut être précis. Voilà, du coup, on va pouvoir enchaîner avec le troisième levier, qui est le référencement payant, qui est aussi appelé SEA, et qui est un levier marketing qui est exploité afin de faire connaître son site sur les moteurs de recherche. Donc en général, c'est Google, en priorité, il y a aussi Bing et il y a aussi Yahoo. C'est le moyen en fait idéal pour générer des visites, faire connaître son site, acquérir de la notoriété, maximiser les ventes, augmenter le panier moyen et faire du push, comme on dit, sur sa marque. C'est-à-dire, en fait, on va demander aux gens, enfin, on va montrer aux gens qu'on est là. Donc, il s'agit tout simplement de toutes les campagnes payantes que vous allez mettre en place. Les différentes possibilités, on va avoir Google AdWords, on va avoir Bing Ads, on va avoir Facebook Ads, même il va y avoir YouTube donc, qui est relié à AdWords, on va avoir LinkedIn Ads, enfin voilà, vraiment, on a toute une typologie de campagnes. Excusez-nous, toute une typologie Une de campagne. typologie de campagnes qui vont vous permettre en fait d'être présent et selon votre cible, vous allez peut-être plus utiliser LinkedIn ou Viadeo ou alors plutôt Facebook si c'est plus voilà par exemple du déguisement ou des produits comme ça un peu fun ou ça va peut-être plus être partagé sur Facebook. Enfin voilà, les campagnes payantes, il y a plusieurs supports. Le plus connu c'est AdWords. Il faut savoir les gérer, c'est sûr, et c'est un levier qui fonctionne. Alors, petite précision, ça va être mon mot du jour. Ou sur YouTube, par exemple, vous allez pouvoir faire de la vidéo qui va être référencée et des techniques d'optimisation dans YouTube aujourd'hui. On va vous donner du conseil là-dessus. Il y a également la YouTube Academy, qui est une chaîne de YouTube dans laquelle vous allez pouvoir apprendre. Donc, il va falloir que sur YouTube, vous mettiez également un contenu textuel qui présente votre vidéo. Vous allez pouvoir mettre un titre et des mots-clés. Ne mettez pas 100 000 mots-clés, mais mettez les titres importants. Et la vidéo doit toujours commencer avec le sujet. Si par exemple, c'est malampe.com qui présente la nouvelle lampe on va dire à basse consommation, il ne faut pas commencer par votre nom. Il faut commencer en priorité par le nom du sujet, c'est-à-dire la lampe basse consommation. Ensuite, vous pouvez parler de la marque, par exemple votre marque, c'est-à-dire malampe.com, et ensuite parler du produit, par exemple les luminaires. Donc il faut que le titre soit pertinent, vous allez être référencé dans YouTube. L'avantage aussi, c'est que Google aujourd'hui, quand on fait une recherche, on est sur la SERP, la Search Engine Response Page, qui affiche les pages de résultats, et c'est la recherche universelle qui a été lancée il y a quelques années, qui affiche à la fois des images, des vidéos, des articles et compagnie. Donc si votre vidéo est sur YouTube et que vous avez créé un texte qui la présente qui est pertinent, il y a de fortes chances qu'elle soit bien positionnée et qu'elle sorte justement lors de la recherche. Donc vous allez bénéficier de la notoriété, de la puissance de YouTube en termes de visibilité, parce que YouTube et Google et qui a du contenu pertinent. Oui. C'est pareil aussi pour LinkedIn. D'accord ? Si vous faites une page entreprise et que vous créez du contenu, LinkedIn ayant un site à forte notoriété, votre contenu va être mis en avant, vous serez visible. Pareil sur Viadeo. D'accord ? Quoi qu'il arrive, Google AdWords, c'est indispensable, il faut le faire, il faut le tester. Ne mettez pas des millions de mots-clés, faites des campagnes pertinentes. Oui, voilà. Après, vraiment, il y a un contrôle que vous pouvez quand même exercer. Voilà, il y a un budget limité. Bon, sur quasiment tous les supports dont on parle, vous pouvez mettre un budget par jour. Ce qui fait que quand même vous pouvez contrôler. Après, c'est qu'une histoire d'optimisation et ça, ce sont des techniques qu'il faut justement cerner et apprendre. Exactement. Voilà. Facebook, par exemple, vous pouvez faire une page publique. La page publique, vous allez avoir des likes. Alors, il y a la possibilité aujourd'hui d'acheter des likes à gauche et à droite. On va parler par exemple de Like Baguette, qui est un site qui va vous permettre de proposer votre site à d'autres personnes qui ont des sites et ils vont cliquer sur le j'aime de votre page. En contrepartie, ils vont gagner des droits de j'aime et d'autres personnes viendront cliquer. Alors, ça peut être bien pour lancer une communauté, il ne faut pas partir de zéro. On ne vous conseille pas de le faire parce que c'est interdit par Facebook, donc c'est pas bien en fait. Je suis en train de dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a 2 minutes, mais bon. Voilà. Par contre, si vous le faites quand même, il y en a qui le font, vous allez avoir des likes sur des j'aime, donc des likes et des j'aime sur des articles ou sur votre page, mais quand vous allez publier un article, les gens qui ont aimé en fait votre page, ils n'en ont rien à faire de votre page, ils ont cliqué pour avoir aussi des likes, donc du coup Facebook va voir qu'il n'y a pas une vraie notoriété, qu'il n'y a pas une vraie communauté derrière, donc ça va vous desservir plus que vous servir. Voilà. Construire une notoriété aujourd'hui ça prend du temps, il faut trouver des ambassadeurs de marque qui vont communiquer pour vous,
quitte à la limite après à sponsoriser des articles à gauche à droite. Et ces gens, s'ils rentrent vraiment dans le jeu, il va falloir à un moment les remercier d'une façon ou d'une autre et pas hésiter à en parler. Il faut aussi que votre site soit connecté. Hein. Sur votre site, il faut les liens vers les réseaux sociaux et compagnie et vice-versa. Les réseaux sociaux qu'on en parlera un peu plus tard. Exactement, pour Voilà, l'instant, on n'en parle pas. exactement. Pour le Juste, moment, on était sur le référencement payant. c'était une petite parenthèse. Petite parenthèse, un petit avant-goût pour après. Tout à fait. Donc du coup, on a vu le référencement naturel, on a vu le référencement payant. Maintenant, on va parler du display. Alors, qu'est-ce que c'est que le display? C'est l'achat de publicité sur Internet sur des sites à forte audience. Il s'agit tout simplement de la publicité traditionnelle qui est adaptée au web. Donc là, par exemple, on peut voir Le Bon Coin qui propose son espace publicitaire pour justement communiquer dessus. Et là, c'est Hello Bank qui nous a fait l'honneur de faire un background juste à son honneur. Donc concrètement, c'est un moyen de communiquer, d'être visible. C'est vrai que du coup, on le voit bien. Hein. Ah oui, Du coup, on ne le loupe pas. Hein. On le voit bien. Alors, le modèle de rémunération, il est un peu plus complexe que les référencements payants, où en général, ça va être du CPC. Là, on va plus parler de CPM, c'est-à-dire du coût pour 1000 impressions, donc pour 1000 affichages. Concrètement, il y a 1000 personnes qui voient cette page d'accueil du Bon Coin. Et qui peuvent ne pas forcément la voir, c'est-à-dire qu'elle s'est affichée à leur écran. Voilà, qui vont voir mais sans voir, comme on avait dit, voir mais sans voir. Et donc, ils vont payer le coût du CPM. Ça peut être des CPM à 5 euros. Hein. Voilà, ça va dépendre des sites. Il y a Cdiscount aussi qui propose ça. Il y a Rue du Commerce, il y a donc Le Bon Coin. Enfin, tous ces sites à fort trafic, ils vont proposer de la vente et de la mise à disposition d'espaces publicitaires sur leur site. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On va plus s'en servir en général pour de la stratégie de communication et de visibilité. C'est quelque chose, c'est plus difficile de faire de la vente directe ou de la mesurer avec le CPM. Si elle s'affichait 10 000 fois, la publicité, elle n'a pas forcément généré de vente. Là, dans le cadre du Bon Coin, on parle d'Hello Bank. Hello Bank, c'est une banque, les clients, c'est tout le monde. Donc leur stratégie de communication dans le cadre de Bon Coin, le Bon Coin qui est un des sites les plus visités en France. Je crois d'ailleurs que c'est le site le plus visité pour les recherches d'emploi, pour l'automobile et pour la petite annonce en fait. Surtout, l'avantage, c'est qu'il y a tout. Voilà, donc effectivement, ils veulent vraiment se bâtir sur la notoriété. Donc là, ils ont acheté carrément le background du site. Et vous pouvez acheter seulement une espace publicitaire, un Skytrapper, une bannière sur le côté, une bannière en haut, de l'espace même également en display. Ça peut être du texte un peu moins quand même. Ouais, c'est moins pertinent, hein, sachant que les internautes préfèrent toujours du visuel que du texte. Ça peut être de la vidéo aussi, donc de la vidéo qui arrive sur le côté, de la vidéo agressive. On voit sur beaucoup de sites aujourd'hui comme Facebook où les bannières qui apparaissent en affichage, donc en display, tournent. C'est-à-dire qu'on est sur la page et on se rend compte que d'un coup, la bannière a changé, donc ça veut dire qu'elle va rester un certain moment et ça fait encore plus d'affichage. Donc c'est vraiment à considérer en fonction des retours sur investissement. Pour continuer sur l'affichage, après vous avez des sites plus pertinents, vous pouvez positionner également vos bannières. Le cas de Cdiscount est un bon exemple. Derrière Cdiscount, il y a une régie qui s'appelle 3W Régie qui va monétiser en fait plusieurs éléments de Cdiscount. Donc ça peut être du trafic, ça peut être peut-être de la base de données ou la location d'email et également des bannières. Si vous vendez des lampes, ça peut être intéressant pour vous de faire une bannière, donc en display, dans la catégorie des lampes. Vous savez que Cdiscount, il y a beaucoup d'informations. Les gens vont aller fouiller, donc essayez de faire une charte graphique, enfin un élément visuel, une bannière visuelle qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans Cdiscount, de telle façon à attirer l'internaute vers votre produit et de l'amener sur votre site pour acheter. Oui. Voilà. Donc la bannière en CPM, il faut la mesurer, il faut la calculer. Voilà, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde actuellement. C'est vrai que si on a un gros budget communication, on va peut-être le préconiser. Voilà, ça fonctionne, c'est vraiment, comme disait Guillaume, de la communication. Il ne faut pas s'attendre vraiment à avoir de gros retours en termes de taux de conversion ou de chiffre d'affaires derrière. Tout à fait, donc on a parlé de 3W Régie, qui est une très grosse régie avec des budgets importants quand même, et acheter une catégorie Cdiscount pour de l'affichage, ça coûte très cher. On peut également acheter les fonds de site, ça coûte très cher, mais on peut également faire du display avec Google AdWords par exemple, en faisant une campagne de contenu, c'est ça, ou une campagne visuelle, dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos éléments et afficher vos bannières. Oui, du coup on appelle ça les annonces illustrées. Voilà, c'est le mot exact. Voilà, exactement. Donc, référencement naturel, le référencement payant, le display, 5e levier, l'emailing. Donc, l'emailing, qu'est-ce que c'est? C'est un levier qui permet d'acquérir des visites. D'accord?
Le courrier électronique était à la base un simple moyen d'échange avec d'autres individus. Il est rapidement devenu un levier marketing convoité, synonyme de communication personnelle et d'échange avec les clients. L'email marketing, il a concrètement deux principales fonctions, L'acquisition et la l'acquisition fidélisation. et la fidélisation. Donc, quand on parle d'acquisition, ça va être, voilà, vous allez acheter un fichier prospect et vous allez communiquer sur votre activité, ce que vous faites. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi la partie plutôt fidélisation. La fidélisation et la rétention, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. La fidélisation, c'est envoyer un email au client une fois qu'il a fait son achat pour lui demander son avis. Aujourd'hui, les gens aiment donner leur avis, c'est vrai, ça les implique, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous pensez de votre produit? C'est un bon produit, il va faire un avis sur votre fiche produit. Ça, c'est très bien, d'ailleurs, c'est vu par Google. Il y a des sites différents comme Trustpilot, Avis Vérifié, qui sont des partenaires et des tiers de confiance. des tiers de confiance et qui sont locaux chez nous, qui se développent très bien, Mm. qui vont vous noter. Donc, c'est des tiers de confiance, donc il y a une autorité supplémentaire. L'avantage de cet avis aussi, qui va partir en email de fidélisation ou de rétention, ça va permettre à la personne qui écrit cet avis de laisser donc son commentaire. Et vous allez pouvoir modérer ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir éventuellement modifier le texte et le mettre sur votre fiche produit en automatique ou en manuel. L'avantage de ça, c'est que ça va faire du crowdsourcing. Ça va créer du contenu sur votre site. Quand Google va passer sur la fiche produit une nouvelle fois, il va voir qu'il y a eu un commentaire produit, il va voir qu'il y a eu donc un nouvel avis et du nouveau contenu textuel. On le sait, le contenu est très important. Voilà. Il y a également les emails qui sont entre les deux, on va dire, le client qui vient et qui met au panier, qui n'achète pas, on peut lancer une action. Par exemple, s'il est parti et qu'il n'est pas revenu, Amazon le fait très très bien, il va vous envoyer un email avec ce que vous avez vu la fois d'avant ou des produits qui vont être également correspondants à votre recherche. Voilà. La fidélisation aussi, ça peut être simplement envoyer un email disant on ne vous a pas vu depuis longtemps ou présenter une nouvelle gamme de produits. Tu veux dire quelque chose? Oui, exactement. Plusieurs choses. Non, une chose. Ça peut être aussi juste, par exemple, des sacs d'aspirateur. Enfin, c'est vrai qu'on prenait souvent cet exemple. Très bon exemple. C'était, on achète un aspirateur avec des sacs d'aspirateur. On imagine, on calcule et on dit, voilà, si après 2 mois, la personne, elle n'a pas recommandé, on va lui envoyer un email en disant, ah, mais il vous manque peut-être des sacs d'aspirateur. Pareil, peut-être pour les capsules de café. Enfin voilà, ça peut être, ça c'est aussi un moyen de fidéliser ses clients, de leur dire, eh oh, on est là, ne nous oubliez pas, nous on vous oublie pas. Exactement. Alors après, ça dépend des secteurs dans la consommation qui vont éventuellement varier les comportements d'achat des internautes. Moi, ça m'est arrivé hier soir. J'ai reçu à 19h un email de mon vendeur de sushi avec les nouvelles créations. Et effectivement, une demi-heure après, j'étais livré. Voilà. T'étais content, non? J'étais très content et ça se voit que je meurs pas de faim. C'est pas le plus gras les sushis, hein. Je sais que c'est pas le plus grand, mais j'en mange beaucoup. Je ne suis pas raisonnable dans ma consommation de sushi, j'ai passé une très bonne soirée. On est content de le savoir. C'est très important de le dire parce que j'ai reçu l'email au bon moment. C'est ça, donc fidélisation, voilà. Donc l'email marketing, concrètement, ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu des avis négatifs. On dit oui, l'email, non, ça fonctionne plus, on est envahi. C'est vrai que quand on voit, en plus maintenant dans Gmail, il y a l'onglet promotion. C'est vrai qu'on a tendance à les effacer assez rapidement. Et il y a des gens comme Guillaume qui n'effacent pas et qui lisent. Parce que c'est bien bien fait. De plus en plus. Parce que c'est bien fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on va un petit peu rentrer dans le détail sur le comportement. Moi, je vais acheter les sushis, par exemple, avant 20h. Je sais qu'après, il y a beaucoup de monde, je vais attendre longtemps. Donc, je commande vers 19h. J'ai reçu l'email pile poil au moment où je sors du bureau. Quand je pars d'ici, vers 19h, 19h30. Et sur la route, ça m'a donné envie de les acheter. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai commandé. Donc, c'est une bonne chose. C'est la segmentation, ça. On va considérer que j'achète à telle heure de la journée. La segmentation, ça sert aussi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez envoyer des emails. Il ne faut pas utiliser votre boîte mail ou votre messagerie de l'entreprise. Si vous avez une base de données email sur votre site et que vous routez avec votre site, par exemple, beaucoup d'emails, un gros volume d'emails, vous risquez de passer en spam. Les spams, aujourd'hui, ça devient difficile. On parle de délivrabilité. Votre site, il va avoir une notoriété. Je vais prendre un exemple. Je suis Gmail. Par exemple, je suis la messagerie Gmail. Je vois arriver une newsletter de Sushi Sophie. De 10 000 emails. 10 000 emails, je me dis, bon, c'est beaucoup d'emails. 10 000, c'est un email à caractère publicitaire. En plus, dans l'email, il y a des mots qu'ils considèrent comme du spam. Enfin, ça fait des points spam. Il y a commandé, il y a profité, il y a réduction. Tous ces mots vont déclencher dans les filtres anti-spam des points. Quand vous avez trop de points, vous passez en spam. Donc, c'est important. Votre adresse IP est également importante, l'IP depuis où ça part. Il y a également des choses à faire sur le domaine des KIM, signature numérique, pour vérifier qu'il y a bien un certificat ou que c'est sécurisé, éventuellement crypté. Bon, c'est plus
compliqué. Donc ça va déclencher tous ces points de spam. Donc moi Gmail, je vais laisser passer un petit morceau de ces 10 000 emails, admettons 1000 emails. Et l'interface de Gmail, c'est une interface qui est en ligne. Donc on voit Gmail dans son navigateur. Donc moi Gmail, je vais analyser par exemple le comportement des internautes, éventuellement est-ce qu'ils vont cliquer sur supprimer directement, est-ce qu'ils vont appuyer sur le bouton spam, est-ce qu'ils vont cliquer sur le lien dans la newsletter pour accéder au site, sur le site il peut y avoir Analytics, est-ce qu'il va parcourir des choses, voilà. Donc en fait au bout de l'analyse de ces 1000 emails qui peut durer quelques minutes ou un long moment, je vais décider de laisser passer ou pas les 9000 emails restants. Je peux donc 3 solutions, soit je les fais passer directement en boîte de réception, soit je les fais passer dans le dossier spam, soit je les détruis, ils ne sont pas délivrés. Dans ces cas-là, vous allez avoir un taux de délivrabilité qui est faible, sachant que votre solution qui envoie les emails va représenter l'email et représenter. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous faites de l'email d'acquisition, ou que vous utilisez des emails, ou que vous avez une base de données collectée mais que vous n'avez pas utilisée depuis longtemps, ne routez pas directement avec votre système habituel. Prenez une solution, il y a plein de solutions aujourd'hui, Mailjet, Mailchimp, Message Business qui proposent des solutions sympathiques. Vous pouvez y aller mollo, ne mettez pas 100 000 emails et appuyez sur envoyer tout, envoyez des petits morceaux lentement. Voilà. Sinon, vous allez, ce qui s'appelle brûler votre réputation et brûler votre IP. Il y a des sites aujourd'hui qui proposent de mesurer, d'évaluer votre adresse IP. Donc, c'est à prendre en considération. Petite astuce, je peux Oui, bien sûr. Petite astuce, si vous avez une base de données de 10 000 personnes qui ouvrent régulièrement vos emails, mettons 20%, c'est un taux d'ouverture qui est acceptable, on va dire. Voilà, en moyenne. Et un taux de clic de 20%, qui est relativement acceptable. Ce qui est rare quand même. Oui, qui est pas mal. Hein. qui est pas mal. Ça dépend le secteur. Nous, quand on fait une newsletter d'information à nos clients pour parler du marketing, on a un très bon taux d'ouverture, plutôt dans les 80%, et on a un taux de clic qui est important, sachant qu'on met le maximum d'informations dans l'email pour éviter de les faire venir. Bon, mais c'est pas pareil là. On est dans du B2B, on n'envoie pas des gros volumes non plus. Hein. Si on envoie 2-3 000 personnes, ça dépend de ce qu'on fait. Quand on fait large, c'est le maximum. Mais si j'envoie mon email à 10 000 ou à 20 000 ou à 100 000 personnes, on va prendre encore l'exemple de 10 000, ce que vous allez faire, c'est que suite à l'envoi précédent, vous allez identifier ceux qui ont ouvert et qui ont cliqué. Ça veut dire qu'ils ont manifesté un intérêt pour votre newsletter. Donc ce que vous allez faire quand vous allez router votre nouvelle campagne de 10 000 emails, c'est que vous allez faire un envoi en 2 fois, avec un segment. C'est-à-dire que vous allez prendre d'abord les 2000 personnes qui ont ouvert, j'avais 10 000 ou 2000 ? T'avais dit 2000. J'avais 10 000. Donc je vais prendre les 1000 personnes qui ont ouvert la précédente newsletter et je vais envoyer mon email dessus. Et quand c'est fini, j'attends un petit peu, j'envoie les 9000 qui restent. Comme ça, le filtre anti-spam et l'analyse des fournisseurs d'accès Internet a été faite sur le premier échantillon envoyé. Ils considèrent qu'il y a un bon taux d'ouverture et là, vous envoyez derrière la suite de vos emails ceux qui ouvrent moins. Donc forcément, la statistique des campagnes, si vous faites 2 envois, un de 1000 et un de 9000, elle va être très bon sur le 1000 et moins bon sur le 9000. Mais il faut faire après le modulo et la statistique. J'aime bien le modulo et la statistique de cette campagne pour voir le réel retour sur investissement. Voilà, très bien. Je pense que si ça vous intéresse, commentez pour dire si ça vous intéresserait une vidéo dédiée à la délivrabilité, parce que c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre tous et on ne sait pas trop comment faire. On est un peu noyé, donc voilà. J'ai beaucoup d'autres exemples aussi. Il y a un dernier petit pour la route éventuellement. Petit pour la route. Dans le cas d'une activité e-commerce, aujourd'hui, le client va passer une commande sur le site. Le problème, c'est que quand il commande sur le site, il n'a pas de personne physique en face. C'est pas comme dans un magasin, on ne peut pas aller ramener directement le produit, sauf si c'est un dépôt ou qu'il y a un magasin physique. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont recevoir. C'est pour ça que c'est important de communiquer. Aujourd'hui, par exemple Magento, on peut installer des modules qui vont lancer de l'automation marketing, des emails automatiques avec une chaîne. Par exemple, quand la commande arrive, on envoie un email au client disant que la commande a bien été reçue. Quand elle est validée par l'organisme de paiement, suite à différentes vérifications, par exemple Fianet ou autre, on lui envoie un email. Ensuite, quand on va attaquer la préparation du colis, c'est-à-dire quand on imprime les étiquettes pour préparer, on peut lui envoyer un email disant que le colis est en cours de préparation. Une fois que l'étiquette a été scannée ou remise au transporteur, par exemple, on peut envoyer un nouvel email disant que le colis a été confié au transporteur et qu'il faut compter 1, 2, voire 3 jours pour la réception. Ensuite, on peut envoyer un dernier email disant est-ce que vous avez bien reçu votre produit, et ensuite envoyer un email pour évaluer le produit et donner un avis sur la commande. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se déclencher automatiquement. La première date, c'est la date d'arrivée de la commande, et après, ça déclenche des chaînes d'emails. Si le client n'est pas satisfait, il faut pouvoir dire il n'est pas satisfait et bloquer de telle façon à ce que ils ne reçoivent pas d'autres emails. Si on envoie un produit qui est défectueux, ça arrive des fois qu'il y ait des produits qui aient des problèmes, par exemple, on va dire n'importe quoi,
une machine à glaçons qui tombe en panne souvent. On sait qu'on a beaucoup de retours dessus. On va faire en sorte de faire une règle dans les automations marketing, de telle façon à ne pas envoyer de demande d'avis sur le produit. Parce que là, vous pouvez être sûr que les avis, ça va être c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et ça va être problématique. Donc il faut essayer de filtrer. Si vous savez que c'est un produit à problème, il faut le retirer, mais il y a aussi la problématique de le vendre. Bref, j'arrête de parler. Éventuellement, on peut On peut commenter sur passer à la la vidéo suite. et parler plus tard des emails marketing. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, Mais on en exactement. fera d'email marketing, Oui, oui, comme oui, du on en fera. référencement et des sushis. Aussi. Atelier sushi, ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher aussi, ouais. Du coup, on en est au 6e levier. Le 6e levier, ce sont les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on va développer et comment est-ce qu'on va animer sa communauté? Donc, tout simplement, bon, les réseaux sociaux, vous les connaissez, on en parle souvent. Oui, Les Guillaume, réseaux sociaux, c'est chouette. c'est chouette. Petit jeu de mots. Du coup, les réseaux sociaux, comme je disais, vous les connaissez. Il va y avoir Facebook, il va y avoir LinkedIn, il va y avoir Viadeo du moins pour la partie professionnelle, LinkedIn et Viadeo. Il va y avoir aussi YouTube, les vidéos, sachant que maintenant c'est vraiment très apprécié et très viral, hein, cet aspect vidéo. On va aussi avoir Twitter, très connu, Google+, alors un peu moins facile à manier, mais bon, c'est toujours Google, hein. Dès que ça parle de Google, je pense que c'est bien d'y aller, dans tous les cas. Donc voilà, donc ça, ce sont les réseaux sociaux sur lesquels on peut communiquer. Et en fait, nous, on utilise un outil qui est quand même très très bien, enfin à notre goût, hein. Ça s'appelle Outsuite. Donc je sais que Guillaume adore parler d'Outsuite et de sa chouette, donc Chouette. je vais le laisser en parler. Je vais en parler. Donc, Outsuite, c'est une espèce d'outil centralisé, généralisé, dans lequel vous allez pouvoir gérer vos comptes et vos groupes. Je m'explique. Sur Facebook, vous avez des pages perso, vous êtes dans des groupes, vous avez votre profil, et les membres de l'entreprise ont également des profils. Vous êtes sur LinkedIn, vous avez une page, vous avez un profil, vous avez une page d'entreprise, et sur Viadeo, c'est pareil. Dans Viadeo, vous allez, bon, on ne va pas vous expliquer dans cette vidéo comment faire des relations professionnelles sur Viadeo et comment s'en servir pour monétiser et gagner de l'argent. On en parlera dans une vidéo dédiée. Hein. Je vais faire sobre, mais vous allez vous mettre dans des groupes qui ont des sujets qui vous intéressent, dans lesquels vous pouvez faire de la prospection éventuellement ou de la vente. L'avantage d'Outsuite, c'est que vous allez pouvoir connecter Outsuite avec tous ces sites. C'est-à-dire que quand vous allez faire une publication dans Outsuite, vous allez la programmer dans le temps, par exemple, vous pouvez prévoir à l'avance, vous pouvez décider de l'envoyer en même temps sur 30, 40, 50 réseaux, groupes et compagnie. Peut-être pas des réseaux, mais groupes, pages et compagnie. Et beaucoup, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que vous créez des communautés, ou que vous créez des groupes, ou que vous animez, ou que vous rentrez dans des groupes, vous allez pouvoir les rajouter et choisir là où vous allez vouloir publier. L'avantage aussi, c'est que les comptes des collaborateurs, vous pourrez être là-dedans. Vous allez pouvoir faire des sous-groupes dans Outsuite pour permettre au secteur communication ou un secteur de produits de communiquer sur des groupes spécifiques. Hein, c'est important de gérer les équipes au sein d'Outsuite. Ça coûte pas cher, ça coûte 9 $ ou 9 €. 9 $. 9 $ par compte et par mois, donc par personne par mois. Donc c'est très agréable, pas tout le monde est obligé de l'utiliser. Vous allez également avoir des statistiques sur ce qui se dit, vous allez pouvoir faire de la veille, des rapports. Voilà, donc l'avantage en fait, c'est que grâce à Outsuite, vous pouvez gérer votre e-réputation. Bon, déjà, le fait d'être présent sur beaucoup de réseaux, ça vous permet d'être visible, ça c'est sûr. Ensuite, le fait que tout soit centralisé dans un seul et même outil, ça vous permet de voir ce qu'on dit sur vous. Et donc, du coup, de réagir plus ou moins facilement et rapidement à ce qu'on dit sur vous. Ça va vous permettre d'avoir une réputation, une e-réputation que vous allez pouvoir contrôler, tout simplement. Éventuellement, on pourra mettre une petite capture d'écran de suite pendant la vidéo qu'on n'avait pas prévu parce que ça montre bien le dashboard. Voilà, exactement. Mais en gros, c'est comme TweetDeck. Hein. C'est ça. Oui, mais c'est beaucoup plus évolué. Ça ne fait pas que Twitter. Ah non, oui. Voilà. Parce que ça fait de la recherche sur Internet. Oui. Il faut savoir aussi que s'il y a des plugins qui s'installent dans Chrome, par exemple, et quand vous êtes en train de surfer, vous pouvez directement partager, appuyer sur un bouton, donc il y a la petite chouette qui apparaît, et partager directement avec Outsuite pour envoyer partout, même quand vous faites des recherches sur Google. Ça va aussi analyser les statistiques, qui a cliqué, qui a ouvert, les likes que vous avez gagnés, que vous avez perdus. Il y a également des fonctionnalités qui vous permettent de faire des publications automatiques. C'est-à-dire que vous mettez un sujet, il est capable d'aller automatiquement partager. On voit souvent des gens qui partagent beaucoup. Ça, c'est une fonction bêta, ça marche très bien en anglais, moins bien en français. Aujourd'hui, elle a évolué, mais elle n'est pas encore vraiment arrivée à terme. Donc, Outsuite, c'est très très bien, j'en dis pas plus. Non. Le prochain levier, c'est le retargeting, ou aussi appelé le remarketing. Ta spécialité. Donc, comment ça fonctionne ? Alors, on prend toujours ce même exemple, mais parce que pour nous, c'est le plus parlant. Vous êtes déjà allé certainement sur un site de chaussures très connu, comme Zalando ou Sarenza. C'est une femme, c'est normal, hein. Ouais, mais tu as déjà eu ça. Oui. Voilà. Bon, bref, homme ou femme, en général, il y a de tout sur ces sites. Donc, du coup, vous êtes déjà allé, vous avez déjà mis certainement, ou du moins, vous avez déjà visité un produit qui vous a plus ou moins plu. Ensuite, vous l'avez mis ou pas au panier. Ça peut arriver. Mais en tout cas, ce
qui est sûr, c'est que vous n'avez pas concrétisé votre achat. Ça, c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous partez d'un de ces sites, vous allez aller surfer sur d'autres sites, d'accord, peu importe lequel, tant qu'il est en partenariat avec ces autres sites. Tout à fait. Et vous allez avoir d'un coup une bannière, donc un élément visuel, sur la paire de chaussures que vous étiez en train de regarder. C'est vrai que ça arrive très souvent. Hein. On va sur Oui. un site, on voit un produit, on se retrouve sur d'autres sites, surtout Facebook. Voilà, on y est Facebook beaucoup. Hein. Mais combien de temps particulièrement. ils passent les gens en moyenne sur Facebook par jour? Je crois que c'est beaucoup en français. Ouais. C'est plus d'1 heure, il me semble. Oui, du Voilà. coup, le Et 10 reciblage, minutes- ça marche pas, ça et marche 10 minutes, très bien. Voilà, et 10 minutes sur Google+, je crois. Même on est plutôt dans les 1h20 en France. Mm. Mais effectivement, ce reciblage, ça fonctionne bien. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'internaute qui avait vu cette paire de chaussures dit « Ah ouais, c'est vrai, elle me plaisait, donc est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter ?» En tout cas, il la voit, ça lui fait un rappel de votre marque, de votre magasin, de votre produit. Il y va, en général, donc le taux de conversion là-dessus, sur le retargeting... Il est relativement élevé, mais il peut être très bas. Voilà, ça ça va dépendre. Voilà, ça dépend Mm. du réseau et des sites sur lesquels vous avez communiqué et le produit aussi. Mm, mm. Si vous regardez des chaussures haut de gamme, des chaussures chères de marque, il va vous proposer peut-être souvent la même chaussure, mais il est capable également, l'outil, enfin, souvent c'est des logiciels, hein, on peut citer par exemple Criteo, aujourd'hui je crois qu'il est leader Oui. dans cette activité, Criteo. Il va vous proposer également des produits similaires de gammes de prix différentes. Oui. Et si vous cliquez que sur des produits haut de gamme, il va vous catégoriser comme un SSP+, une personne à fort pouvoir d'achat. Du coup, je rebondis sur Criteo. Donc Criteo, c'est une régie publicitaire qui, le droit d'entrée pour commencer à faire du retargeting, Ça dépend, mais ça peut être un peu élevé. Bon, en tout cas, Google a fait de la concurrence, hein, concrètement, tout à fait. car dans AdWords, dans votre interface AdWords, vous pouvez faire du remarketing. Ce qu'on appelle du remarketing, c'est-à-dire que vous allez faire une liste de remarketing avec les URL des différents processus de votre site. Et ensuite, avec ces URL, vous allez pouvoir dire, je vais créer ma petite bannière, qui d'ailleurs, vous pouvez le faire dans l'interface, c'est très rigolo. Très pratique et très joli pratique. en plus. Oui, voilà, franchement, c'est très bien fait. Donc, du coup, vous allez dire, si cette URL, elle a été déclenchée, donc on va dire par exemple la fiche produit X, on va appliquer cette bannière-là. Voilà. Et donc, ça fait que c'est le même principe que tout le retargeting ou C'est ça. remarketing qu'on connaît. C'est de la segmentation. Eux, ils appellent ça, je crois, les listes de remarketing dans C'est ça. Google. Et au fur et à mesure que les gens naviguent sur votre site, et en fonction des URL qu'ils ont visités, on va les taguer avec des centres d'intérêt spécifiques et leur exactement. proposer. Il faut savoir aussi que dans la partie retargeting, on peut proposer donc effectivement de la bannière, mais peut-être d'autres éléments également. Du texte. Voilà, du texte. Mais bon, c'est moins pertinent. Enfin, Oui, franchement, c'est sûr, c'est moins pertinent. C'est moins c'est pertinent, moyen annonce. il y a moins de retours. Mm. Bon, on est quand même sur un modèle économique au CPC Mm. dans Google, donc c'est très bien, les comportements d'achat sont analysés et c'est très bien. Pour revenir sur Criteo, Criteo avant ne travaillait qu'avec des grands comptes, des grosses sociétés, et depuis maintenant un peu plus d'un an, voire 1 an et demi, ils ont essayé de s'ouvrir à des marchés, on va dire, plus petits, parce que la technologie a évolué, c'est des technologies qui sont quand même très lourdes, il faut que ce soit très très vif, donc c'est des choses que vous pouvez utiliser. Il faut savoir aussi que sur votre site, vous pouvez monétiser votre site, je ne sais pas si on en parle, mais vous avez la possibilité, vous aussi, l'affiliation. Écoutez, on va en parler plus tard. Voilà. Donc du coup, le retargeting, voilà, c'est vraiment bien. Et à faire maintenant, voilà, vous avez la possibilité de le faire grâce à AdWords facilement. C'est à tester, vraiment. Votre prospect, il est déjà chaud à 50%, donc autant essayer de faire un max pour le faire acheter, hein, concrètement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'acquisition coûte cher, le prospect est venu, en fait, je vais répéter que ce que tu as dit, hein, parce que j'aime bien parler, mais il est déjà venu, il est sensibilisé au produit, donc il faut lui proposer. Le retargeting, en moyenne, il se fait sur 15 jours 3 semaines. Voilà, il est sensibilisé au produit, est-ce qu'il va acheter, est-ce qu'il ne va pas acheter. Quoi qu'il arrive, sur tout ce qu'on a vu, CPA, CPM, CPC, CPA non, mais CPC, CPM et ces choses-là, on peut mesurer ça en ROI. Si l'affichage vous a coûté 10 €, ça veut dire que vous avez mis l'affichage 10 € et qu'avec ces 10 € vous avez fait une vente à 100 €, ça vous a coûté 10% de coût d'acquisition. C'est important de mesurer tous les canaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que me coûte le référencement naturel, qu'est-ce que me coûte les liens sponsorisés, qu'est-ce que me coûtent les comparateurs de prix, on va en parler. Est-ce qu'on parle après un petit peu des parcours de conversion ou on en parle maintenant? On en parlera peut-être après, non? Oui. Voilà, alors on en parlera tout à l'heure. Du coup, donc on en a parlé là vite fait, le 8e levier du web marketing, ça va être les comparateurs de prix.
Donc les comparateurs de prix, on les connaît plus ou moins, Twenga, quel coût, tous les prix, voilà, Acheter le facile, guide, Bicom, Google Shopping, Google encore, Shopping, encore un outil exactement. Google, Xiao. Voilà, donc là, les comparateurs de prix, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez envoyer votre catalogue de produits à ces comparateurs de prix et vous allez être en concurrence avec d'autres marchands qui vendent le même produit que vous. Bon, ben, c'est un bon levier Tout à fait. qui demande quand même Du travail, du travail, ça c'est de sûr. l'optimisation, le Oui. choix des produits. Il faut savoir qu'un produit qui marche sur un comparateur de prix ou une gamme de produits peut ne pas forcément marcher sur un autre produit. Aujourd'hui, il faut vraiment analyser ce contenu, il ne faut pas hésiter à changer le texte. Si vous avez 10 produits, c'est facile à gérer. Si vous avez 10 produits fois 10 comparateurs, ça devient plus compliqué. Et si vous avez 2, 3, 10 000 ou 100 000 produits, en général c'est plutôt 4, 5 000, voire 10 000, vous allez avoir beaucoup de produits à gérer. Il y a des solutions d'agrégateurs de flux aujourd'hui comme Lingo qu'on utilise nous aussi de temps en temps, ou EasyFlux qui est très sympathique également avec un Aussi. modèle économique différent. On travaille également beaucoup avec eux. Ça va vous permettre de gérer vos différents flux à tous ces comparateurs de prix. Voilà. C'est important aussi de traquer les ventes. Si par exemple j'envoie on va dire 500 produits sur un comparateur de prix et que ça me coûte 10 centimes le clic par produit, si j'ai 100 clics par produit, fois 500, ça fait beaucoup de clics, ça fait beaucoup d'argent. Donc il faut considérer que si au bout de 100 clics sur un produit, ou même 50 clics sur un produit, vous n'avez pas fait une vente, il faut couper le produit. Hein. En moyenne, le taux de conversion dans l'e-commerce bas, c'est 2%, 3%. On va dire que dans l'alimentaire, c'est plutôt du 70-80%. Tout ce qui est Chronodrive, Auchan Drive, tout ça, donc c'est les sites où on achète à manger, mais il n'y a pas trop le choix non plus. Coursesaveur.com également, qui est un partenaire local, qui fait des produits bio et livrés directement au bureau et à domicile. En ligne. Très très sympathique, très agréable, je commande beaucoup. C'est pas des sushis. Voilà, donc là, vous allez avoir un taux de conversion de 2%. Donc s'il y a 100 clics et 0 vente, il n'y a pas de 2% de taux de conversion, on coupe le produit. Ça veut dire qu'au début, quand vous allez commencer à envoyer vos 500 produits, ça va vous coûter beaucoup de clics. Donc essayez d'envoyer les produits sur lesquels vous êtes bien positionné, sur lesquels vous avez un bon contenu, sur lesquels vous êtes sûr que vous allez vendre. Parce que sinon, si vous lancez tous les comparateurs sur tous les prix, le budget va flamber. Voilà, surtout que, comme je voulais dire, c'était que il va y avoir des comparateurs de prix qui vont être plus ou moins bien positionnés en référencement naturel. Par exemple, sur votre secteur d'activité qui va peut-être être justement l'alimentation, ce sera peut-être, je dis complètement au hasard, ce sera peut-être le guide qui va être très très bien positionné sur l'alimentation en général. C'est-à-dire que si on tape pièce de viande, peut-être que ce sera le guide qui sortira dans le référencement naturel dans les premiers résultats. Du coup, c'est à prendre en considération. À condition qu'il en vende. S'il n'en vend pas, il ne sort pas. Mais il faut également prendre en compte le contenu. Hein. Quand vous allez envoyer vos articles, on va dire avec un flux, le flux ça va être du CSV, de l'XML ou d'autres formats, vous allez envoyer votre contenu, c'est-à-dire la photo, le titre du produit, la description. Mais vous allez envoyer la description. Et envoyer la description, ça veut dire donner votre texte, donc ce qui fait votre référencement naturel, au comparateur de prix. Vous allez voir, ils vont vous demander d'envoyer du contenu pertinent. Il y en a certains même qui obligent, on ne les citera pas, à mettre une description de minimum 200 mots et unique. Donc, pensez toujours à travailler comme ça sur votre site. Vous avez votre contenu qui est écrit pour votre fiche produit pour votre site. Et après, il faut avoir une deuxième description que vous allez envoyer partout à gauche, à droite. En effet, si Google il voit votre texte sur votre site et votre texte sur le guide, si le guide, il y a beaucoup de produits, il passe souvent, il prend le texte, mais c'est le vôtre. Et après, quand il vous trouve le texte sur votre site, il se dit, mais à qui il est ce texte? Est-ce qu'il est à le guide ou à notre comparateur ou est-ce qu'il est à vous? Et là, on est dans le cadre du contenu dupliqué. Il faut savoir aussi que dans le cadre de la lampe, on l'a vu tout à l'heure, lampe basse consommation, si vous vendez des lampes à basse consommation et que vous allez sur Google taper lampe basse consommation, vous allez avoir des publicités AdWords, des comparateurs de prix. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc quel intérêt d'aller se mettre sur un comparateur de prix à 20 centimes le clic, sachant que vous pouvez être directement dans AdWords peut-être à 15 centimes le clic, parce que eux aussi, ils achètent du trafic à Google. Il faut savoir que là c'est un peu particulier, c'est un modèle économique. Google vend des clics au comparateur de prix, mais son objectif à Google, c'est de donner la réponse pertinente. Si quelqu'un tape comparer le prix des lampes, c'est normal de tomber sur un comparateur de prix, mais si quelqu'un veut acheter une lampe, ce qu'aimerait faire Google, c'est de tomber directement sur votre site, vous, le vendeur de cette lampe. C'est pertinent. On le voit aujourd'hui, ça marche très bien. Par exemple, là, si je tape lampe basse consommation, il va me proposer d'aller au magasin de bricolage Leroy Merlin, qui est à 500 mètres d'ici, en me disant, dans Google Shopping, comparateur de prix, j'ai un produit, et à 500 mètres d'ici, vous avez la possibilité de l'acheter. C'est important. Dernier point,
Quand vous êtes sur le comparateur de prix, il va y avoir un lien quand on va cliquer sur le produit pour voir le site du vendeur, vous allez être redirigé. C'est pas pour le référencement naturel, il n'y a aucun intérêt. Vous tombez sur une page sandwich qui vous affiche, vous allez être redirigé vers le site du marchand. Et là, c'est du JavaScript, ça veut dire que Google ne pourra pas voir que le comparateur de prix vous a fait un backlink vers votre site. Donc, vous n'allez pas avoir d'autorité par rapport à ça vis-à-vis des comparateurs de prix, si ce n'est que, excuse-moi, mais oui, c'est vrai, si ce n'est que Google va voir que vous, mettons la boutique de la lampe.com, vous êtes visible sur un comparateur de prix, donc ça fait de la communication autour de votre marque. Ça veut dire que Google voit qu'on parle de vous ailleurs, donc c'est un petit point quelque part. Mais comme il y a beaucoup de liens sortant de le guide un peu partout, c'est un peu du farm link avec beaucoup de liens, donc il faut l'analyser en détail. On verra ça dans une vidéo qui durera 10 heures. Du coup, le 9e levier, c'est l'affiliation. L'affiliation. Donc du coup, l'affiliation. Donc vas-y, je t'en prie. Alors je sens que tu as envie de parler là. Oui, après j'arrête. L'affiliation, en fait, c'est simplement donner une commission à quelqu'un qui vous génère une vente, finalement. C'est très simple. Il y a des sites comme Poolpeo, Code de réduction, qui sont des sites qui vont donner du cashback, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui le site vendeur, vous allez contacter une société d'affiliation, il y en a beaucoup, il y a TradeDoubleur, il y a Zanox, il y a Affiliation, NetAffiliation, il y a plein de il y en a sociétés. plusieurs. Donc il faut voir avec eux, négocier, discuter. Et vous allez, en tant que vendeur, faire votre kit bannière, proposer un kit email, de telle façon à ce que les webmasters qui ont des sites en relation avec votre activité vont proposer des bannières. Exemple, dans le cadre de la lampe, je vends des lampes, je fais des bannières sur les lampes, sur l'économie d'énergie, je mets ça en affiliation, et je décide de donner, par exemple, 5% de commission sur chaque vente. Donc moi, en tant que vendeur, je vais installer un petit script de tracking sur mon site, que quand la page de paiement est appelée suite au paiement qui est accepté, ça va envoyer une information à la plateforme d'affiliation qui va informer l'affilié qu'il y a eu une vente et ça va lui générer une petite cagnotte qui va pouvoir toucher de l'argent. Donc moi, je fais mes bannières, j'ai quelqu'un qui a un blog sur l'environnement, sur le développement durable, la planète, et il veut monétiser son site, il va aller dans la plateforme d'affiliation, prendre le code de la bannière et le mettre sur son site. S'il y a quelqu'un qui vient sur son site et qui clique, il tombe sur mon site et s'il achète, il y aura une information qui partira, il touchera une commission. Voilà, exactement. C'est très Voilà. simple. Et voilà, ça c'est à mettre en place quand vous êtes déjà plus ou moins installé quand Tout à même. Hein. fait. C'est pas quelque chose à mettre en place de suite Tout à fait. directement parce qu'il y a quand même, justement, si vous prenez. Alors, il y a les partenariats en direct que Le vous CPA, pouvez déjà faire. l'affiliation. Mais les partenariats en direct, c'est quand même une grosse organisation. Donc le mieux, c'est quand même de passer par des prestataires comme TradeDoubleur ou Zanox, sachant qu'il y a des minimums de facturation, etc. Donc Ils voilà. ont beaucoup de réseaux, ces gens. Voilà. Ils ont beaucoup de sites C'est des affiliés. réseaux éditeurs. Donc du coup, peut-être à faire, mais à moyen terme. Voilà. Tout à fait. C'est un levier à méditer, mais voilà. Ça coûte de l'argent aussi. Pas mal d'argent. Par contre, tout ce qui est code promo et cashback, vous pouvez les contacter en direct. Oui, ça oui. Voilà, vous les contactez en évite. direct. Les clients, ils vont aimer avoir un code promo. Les gens, ils vont aller taper code promo. Alors, s'ils ne trouvent pas le code promo, ils peuvent être vexés et plus venir. Ça, c'est un comportement d'achat d'Internet. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a également celui qui a hésité, qui dit ah, bon, je ne sais pas si j'achète, mais si je trouve un code promo, pourquoi pas. Et hop, il trouve un code promo. Donc là, ça va générer l'achat. Sachant que vous allez donner une commission là-dessus, forcément. Voilà, ça va s'analyser comme ça. Et ça peut être aussi la personne qui allait acheter dans tous les cas sur votre site et qui va dire ah, il y a peut-être un code promo qui traîne. J'y vais, ah bah oui, il y en a un, tant mieux pour lui, mais bon, Dans tant ces pis cas-là, pour vous, quoi. tant pis pour vous, effectivement, tant pis pour vous. Donc ça, vous pouvez les mettre en place. Alors, il faut savoir que à chaque fois que vous allez mettre des partenariats comme ça à la performance, il va falloir installer souvent des codes de tracking. C'est-à-dire que dans votre site, dans la page de paiement, il va falloir mettre un petit code qui envoie l'information au comparateur, au CPA, ou à la boîte d'affiliation, ou au site de cashback, peu importe. Donc ça veut dire modification de technique de votre site. Ce que vous conseille d'utiliser, c'est un outil gratuit de Google qui s'appelle le Google Tag Manager. En fait, c'est un outil où vous allez pouvoir demander à votre webmaster ou à votre développeur de votre site d'installer ça dans le site et dans les pages de paiement. Comme ça, si demain vous avez un nouveau partenariat, vous pouvez aller dans votre Google Tag Manager, rajouter autant de tags de tracking que vous voulez et automatiquement sur le site ça va être mis en place. Pas besoin d'intervention technique à chaque fois. Il y a des gros sites e-commerce qui ont 30, 40 tracking différents. Donc si à chaque fois que vous demandez à votre webmaster, ça vous coûte 1 heure ou 2 de développement, eh ben, 50, 60, voire 100 euros de l'heure. S'il y en a 30, ça vous a coûté 3000 euros, alors que simplement en installant un seul, il n'y a qu'une seule fois les frais. Donc c'est à prendre en compte. Également l'affiliation, ça peut être de l'email marketing.
vous pouvez faire une petite bannière. L'affiliation, ça peut être aussi de la vente, donc on l'a vu, la vente directe, ça peut être aussi de la collecte. Par exemple, il y a des régies qui disent voilà, on vous donne 5% sur la vente, mais on vous donne 1 € à chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit. Ça peut être ça aussi. Il y a également des actions de co-registration, on l'a vu souvent sur des jeux concours. Tentez de gagner un voyage ou tentez de gagner votre cuisine. Et là, dans gagner votre cuisine, vous allez avoir par exemple un site d'électroménager, un site qui fait des cuisines, un site qui fait des salons. Tout ce qui est en relation avec la maison, c'est la co-registration. Vous allez pouvoir parrainer les gens. On parle d'email marketing, là on revient pas en arrière, mais également il y a des programmes d'affiliation comme ça qui permettent de collecter de la base de données pour envoyer de l'email marketing. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal et de toute façon on fera une vidéo dédiée aussi Tout à à fait. l'affiliation si l'intérêt est là. Ensuite, le dixième levier, c'est quoi? Les marketplaces. Donc les marketplaces, c'est quoi? Ce sont les places de marché. Donc vous en avez certainement déjà peut-être entendu parler. C'est un canal de vente qui est quand même très très utilisé. Donc les places de marché, ce vont être des sites à très fort trafic. Donc là, on va parler de Cdiscount, on va parler d'Amazon, on va parler de Rue du Commerce, de PriceMinster, enfin voilà, vraiment de tout. Xmania, eBay. Voilà, beaucoup de sites qui ont beaucoup de visiteurs uniques. Vous allez tout simplement envoyer votre catalogue de produits sur ces marketplaces. Par exemple, on va prendre Amazon, vous allez envoyer votre catalogue produit à Amazon. Amazon va proposer vos produits, va communiquer sur vos produits et si jamais il y a une vente sur Amazon, vous allez reverser une commission. Donc c'est un marketing à la performance, c'est-à-dire que vous ne payez que si vous vendez. Entre 5 et 12% en moyenne, voilà. il faut le dire. Ouais. C'est relativement important, sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vendeurs sur les marketplaces, c'est de plus en plus facile de s'y mettre, donc le marché ne change pas. Si par exemple, dans l'année, il se vend 500 000 lampes, s'il y a 10 vendeurs, ils se répartissent les ventes. S'il y en a 5 000, il y en a moins. Donc il faut utiliser les marketplaces maintenant. Je pense que dans quelques années, ça va chuter, il y aura trop de vendeurs. Il y a d'ailleurs des marketplaces comme Rue du Commerce qui sont devenus très sélectifs au niveau des vendeurs. Ils n'acceptent pas tout le monde, parce que beaucoup de vendeurs, ça veut dire beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les marketplaces ont un système de notation. D'accord. Si un vendeur, un client vous envoie un email et que vous ne répondez pas, vous êtes mal noté. Si vous avez beaucoup de réclamations, vous êtes mal noté. Si vous n'acceptez pas toutes les commandes, vous êtes mal noté. Si vous dites que le produit est en stock et que vous ne l'envoyez pas, vous êtes mal noté. Je crois que le taux d'acceptation chez Cdiscount, c'est 95%. Vous n'êtes pas loin sur Amazon. Après, il y a un taux de satisfaction, on va dire. L'idéal, c'est de répondre à l'email dans les 4 heures. Pour vraiment avoir une bonne note. Ouais. Si vous avez des bonnes notes, vous allez bien monter dans les fiches produits parce que Amazon, il n'est pas là pour avoir des problèmes. Amazon va gérer le support, les gens vont contacter Amazon directement quand ils ont un problème. Ils peuvent ouvrir une garantie à Z, ça veut dire que là, le client est remboursé automatiquement, vous n'avez rien à dire. Donc il faut gérer tout ça et ils ne veulent pas des vendeurs problématiques. Donc ne vous lancez pas à l'aventure dedans. Ne mettez pas tout votre catalogue immédiatement. Mettez des stocks petits. Si vous avez 10 produits en stock et que vous l'envoyez sur 5 marketplaces, il n'y en a que 10. S'ils s'en vendent 5 ici, 3 là et 4 là, vous êtes hors stock. Voilà, bon, faites selon vos capacités, quoi, en gros. Ne voyez pas plus gros. Et le contenu, encore une fois. Oui, exactement. C'est le même principe que pour les comparateurs de prix. Vous allez devoir faire un contenu unique, histoire de ne pas nuire à votre référencement, à vous, sur votre site. Alors, vous pouvez bien sûr envoyer ce même contenu pour les marketplaces, le même pour les comparateurs de prix. Il ne faut pas faire 35 contenus différents. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Alors après, il y a des marketplaces aujourd'hui qui ont vraiment évolué. Je parle de Cdiscount. Cdiscount, aujourd'hui, il a une plateforme qui s'appelle Clogistique qui vous permet de stocker directement vos produits chez Cdiscount. L'avantage, c'est que vous n'avez pas la gestion des stocks. Il y a également Amazon, Amazon qui le fait depuis longtemps, le service d'expédition d'Amazon, qui est, on va dire, monstrueux. C'est une usine à gaz. Ça marche très bien, ça marche très vite. Et l'avantage, c'est que vous pouvez bénéficier aussi, d'autres le proposent, du service expédié par Amazon et de la livraison rapide. C'est-à-dire que si vous commandez avant 15 ou 16 heures, vous recevez le lendemain avant 11 heures. Voilà, ça s'appelle l'Amazon Premium. Aujourd'hui, sur Amazon, les gens peuvent s'abonner. Ils payent, je crois, dans les 50 € par an. Et ils bénéficient de la livraison gratuite tout le temps sur tous les produits. Par contre, la livraison sera à votre charge. Donc, il y a les prix sur Amazon. Et Amazon a une superbe API qui s'appelle MWS, Amazon Web Service, AWS, pardon, ou MWS, Marketplace Web Service, voilà, qui vous permet de communiquer vos stocks en temps réel, parce que c'est important. Quand il y a un produit qui est vendu, expédié par Amazon, il faut que votre outil, soit votre boutique, soit votre ERP, sache que le produit est parti, qu'il est bien revenu. Amazon va également gérer, je parle beaucoup d'Amazon, il y en a d'autres, Amazon va aussi gérer le retour. Quand le client renvoie le produit, il repart chez Amazon, et s'il est cassé, il va être diagnostiqué, il va être mis dans le stock non expédiable. Vous pouvez faire ensuite une commande de prélèvement pour récupérer les produits ou demander à Amazon de les détruire ou de les remettre en vente. Donc ils gèrent vraiment la logistique et ils ont des dépôts en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne
et en France. Donc il y a 6 pays. C'est vraiment bien géré. Au niveau des marketplaces, ça évolue bien. Donc c'est un canal à utiliser si vous faites de la vente en ligne. Très bien. Le 11e levier, ça va être le mobile marketing. Donc ça, on connaît plus ou moins tous, hein. Ça représente quand même 5% des ventes du e-commerce, soit 3 milliards d'euros réalisés sur le mobile en France. Il va y avoir plus de 52% au deuxième trimestre 2014, donc une grosse augmentation. Alors qu'est-ce qu'on vend le plus en général sur mobile? Ça va être la mode, les billets de transport, les billets de spectacle, les biens culturels. Et après, il va y avoir les parfums, la cosmétique, etc. Bon, le mobile marketing, il n'y a pas besoin d'en faire les éloges, on le sait déjà. Certainement, vous visitez des sites sur mobile. Donc, concrètement, il y a de quoi faire et ça vend bien. Voilà. Maintenant, les internautes et les mobilenotes n'ont plus peur d'acheter, même sur un mobile. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un des sites leaders dans les showrooms privés, on va dire, qui fait 40% de son chiffre d'affaires sur tablette et smartphone. Exactement. Voilà, Exactement. donc c'est vraiment un canal aujourd'hui. Il y a aussi également tout ce qui est achat d'applications, achat de musique, et on le voit de plus en plus. C'est pour ça qu'avoir un site en responsive design qui s'adapte, ça permet à la personne d'utiliser son même compte. Et si elle a Chrome par exemple et que ses mots de passe sont enregistrés ou Firefox synchronisés, elle va pouvoir pas besoin de se connecter automatiquement. Donc c'est très pratique. Voilà, ça marche très bien. Exactement, voilà, parce que sinon vous avez la possibilité de faire un site mobile, mais le site mobile, c'est pas forcément conseillé, ça va pas forcément avoir les mêmes fonctionnalités. Il faut répercuter les actions Voilà, marketing et le c'est content ça. marketing partout. C'est compliqué. C'est compliqué. Responsive design, mais Ouais. bien fait. Responsive design, ça veut dire que votre site, il doit passer dans le W3C, il doit respecter les règles d'accessibilité, il doit y avoir des balises alt sur les images, il doit y avoir des liens qui fonctionnent. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, le W3C, c'est le norme d'accessibilité, je fais une petite parenthèse, pour les handicapés. Et l'aveugle le plus célèbre du monde, c'est Google. C'est un robot, il ne voit pas ce qu'il y a dans votre site, il voit du texte, il voit des images, il analyse. S'il se retrouve dans du code qui est mal fait avec des bugs, il va trouver des dysfonctionnements et ça veut dire que finalement, vous vous en foutez. Vous avez un site qui ne marche pas bien, qui est planté, qui est lent. Bon, mais c'est pas bon pour le référencement naturel, c'est pas bon pour l'AdWords, c'est pas bon pour en général, c'est pas bon du tout, quoi. Voilà. Donc le levier, le 12e levier, hein, donc l'avant-dernier, ça va être les relations presse et le communiqué de presse, tout simplement. On ne va pas s'attarder dessus, hein, c'est connu, c'est plus ou moins connu. Donc les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est d'essayer de communiquer le bon message. Il faut être attractif et il faut diffuser l'information en fonction du message. Donc, c'est-à-dire s'il y a un événement particulier, c'est le moment de communiquer. Donc là, vous avez beaucoup de sites qui vous proposent en fait de mettre vos communiqués de presse et de les diffuser. Tout à fait. Voilà. Il peut y avoir certains sites de communiqués de presse qui sont blacklistés par Google, ça veut dire qu'il y a Ouais. des mauvaises pratiques de Attention. référencement. Si vous mettez un article là-dessus, ça va être l'effet boule de neige. Vous mettez votre article sur un site qui est de mauvaise qualité et forcément, vous allez avoir également un lien rentrant de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'un site pas bien vous fait une recommandation qui est forcément pas bien et vous acceptez de l'avoir. Dans les outils Google Webmaster Tools, vous avez la possibilité de révoquer des liens et de dire ce lien je ne le veux pas, je ne l'ai pas demandé. Dans Majestic SEO, on l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir analyser vos backlinks également dans SEMrush. Vous allez pouvoir analyser vos backlinks, donc c'est à prendre en compte. Vous avez des outils gratuits sur Google, vous chercherez, vous trouverez, qui vont vous permettre de vérifier si un site a été blacklisté. On va parler de la sandbox Google, c'est le bac à sable. Donc il y a des sites qui permettent en ligne directement de mettre l'URL et de vérifier que le site n'est pas blacklisté. C'est arrivé, ça nous est arrivé. Il faut vérifier régulièrement aussi parce qu'un site peut être blacklisté d'un coup. Il faut savoir que si un site a des communiqués de presse qu'il a beaucoup de liens externes, le link juice, donc la qualité du lien va être diminuée. Donc c'est à considérer. Voilà. Il vaut mieux un bon article sur quelque chose qui est en relation avec votre activité, pertinent, fait par quelqu'un qui va écrire l'article ou le billet. Il n'est même pas obligatoire d'avoir un vrai backlink vers votre site. Hein. On peut simplement citer votre marque, par exemple lamaisondelampes.com, sans faire le lien, ou la maison des lampes. Google va voir qu'on parle de vous à l'extérieur également, donc ça accorde de la notoriété sur votre nom. Exactement. Enfin, le dernier levier qui est quand même de plus en plus répandu, on en entend pas mal parler. Alors je sais que Guillaume a un accent anglais de malade, C'est l'English. donc je t'en prie Guillaume. Non, je le dirai pas. Dis-le toi. Du coup, c'est le growth hacking. Mais tu bloques la Waouh. langue et tout là. Eh ben ouais, c'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce C'est que pas tu fait te comme ma dises? bouche, elle n'est pas faite comme ça, moi. Une bouche T'es pas ronde. anglophone dans l'âme. Qu'est-ce que tu Growth te dises? hacking. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Voilà. Ok, bon, alors là, il y Qu'est-ce a. que c'est? C'est Vas-y. sympa, c'est sympa. En fait, c'est le hacking qui veut dire en anglais. Piratage.
Pas forcément. Non, c'est pas du savais piratage. que Je suis pas mais je sais que je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on peut hacker un code. Exemple, j'ai une fonctionnalité dans mon site qui met au panier ou qui calcule un prix. Je vais aller modifier la fonctionnalité. Donc, on va dire, je vais aller hacker la fonction. Je vais la détourner, la modifier. Voilà. Et le growth, La croissance. voilà. Donc, en fait, c'est des techniques de marketing avancées. Là, on le voit par exemple qu'on a fait un salon Top TIC, c'est là où cette conférence a eu lieu. Donc, on nous a vu dessus, c'est de l'acquisition. On vous a activé par le biais des conférences qu'on a créées. D'ailleurs, vous êtes en train d'en regarder une qui a été filmée le lendemain. Hein. Ensuite, il y a la rétention. Vous allez pouvoir visiter notre chaîne YouTube où vous trouverez 300 vidéos de formation marketing. Et ensuite, la monétisation, ça veut dire qu'on va rentrer en relation à un moment et qu'on va concrétiser le commerce ou la relation professionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous posez une question sur Google ou si vous venez sur notre site pour poser une question à l'expert, vous allez rentrer sur notre CRM et qu'après, on est susceptible de vous envoyer des emails, de vous communiquer avec vous. Si vous parlez du marketing sur le référencement, on va parler de ça. Si vous parlez de Magento, on va vous lancer sur Magento. Nous, on utilise une technique simple aujourd'hui, on en fait un petit peu pour la recherche de clients B2B, c'est très simple. On utilise aujourd'hui un outil qui nous permet de parcourir des pages, on appelle ça un crawler. Hein. Donc on va aller dans Google, taper une requête pour trouver des profils Viadeo, on va marquer, mettons, site e-commerce Marseille, et on va de suite sortir avec un plugin de Chrome une liste de toutes les URL qu'il aura vues de ça. On va filtrer pour voir uniquement les profils Viadeo, et en fait, mon navigateur va se connecter à chaque profil et générer une visite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais peut-être visiter 500 profils, mais je ne suis pas devant l'ordinateur. C'est le programme qui le fait, il va aller visiter une page, 2 pages, 3 pages, il ne se passe rien d'autre. Et je vais attirer la curiosité des gens. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'e-commerce et qui nous intéressent vont voir qu'il y a une visite, ils vont dire qui c'est qui est venu visiter mon profil, qui s'intéresse à moi, c'est la curiosité. Il va cliquer sur mon profil, Sanchez, et il va tomber sur Guillaume Sanchez, agence e-commerce spécialisée, basée à Marseille, donc on a vraiment visé la proximité, et là il se dit, ah, Market Academy, c'est une agence spécialisée, ils sont à Marseille, il y a peut-être un intérêt, on va mettre en avant nos arguments, donc la chaîne vidéo gratuite, les formations, et tout ce qu'on fait. Donc là, on a attiré la personne, et donc voilà, après ça peut déclencher effectivement un contact et une mise en relation. Donc vraiment, le growth hacking, ça va être comment attirer l'internaute vers mon produit, et les maîtres mots de cette pratique, ça va être la discipline, les idées, les tests, l'analyse et la répétition du processus. Ça va être comment je vais faire. Comment je vais faire. Je pense qu'on fera quelques vidéos là-dessus sur des sujets qu'on va précis, faire quelque chose de dédié. en B2B, en B2C. Je pense que c'est important de le faire. Ok, voilà. Donc, on a vu tous les leviers possibles, du moins une bonne partie, des leviers du web marketing. On n'est pas rentré dans le détail, on a été sobre. Pour une fois. Voilà, donc vous trouvez sur notre chaîne différentes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur YouTube, vous allez écrire vos questions qui vont créer du contenu. Google va voir et nous, on va vous répondre en reprenant des mots-clés correspondant à la vidéo. Vous allez voir, c'est sympa. Ça va nous faire de la visibilité, sachant qu'en haut de la chaîne, il y a le logo et le lien vers Market Academy, vers nos réseaux sociaux aussi. Si vous avez une question technique qui mérite une réponse plus approfondie, vous pouvez venir sur notre site. Et on a une rubrique qui s'appelle Questions à l'expert. Vous posez une question à un expert Market Academy, on y répondra avec des informations sans essayer de vous vendre quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, vous serez tellement satisfait de nous voir que vous aurez envie de nous rencontrer éventuellement et de partager un plateau de sushi avec nous. C'est ça. Voilà. Avec plaisir. On termine par une petite danse. Non, ça se fait pas? Non, ça se fait pas trop, ça, dans le métier. Non, non. Bah, on va finir en se disant au revoir et puis à bientôt. Merci, au revoir.